y a une grave pénurie de matières premières du côté de l'Europe. On est obligé de faire du commerce avec l'Asie. Mais depuis 1453, les Turcs musulmans ont pris la ville de Constantinople par laquelle on passait et bloquent maintenant le passage. Ça nous prend une nouvelle route. Et maintenant, c'est possible de la trouver parce que grâce aux scientifiques de la Renaissance, on possède maintenant les connaissances nécessaires pour savoir que la Terre est ronde, donc on peut en faire le tour sans tomber en bas. Et en plus, on a maintenant les instruments de navigation qu'il faut. La caravelle, l'astrolabe, la boussole et le portulan. Donc, trouver une nouvelle route vers l'Asie est maintenant possible et on va essayer de la trouver en traversant l'océan Atlantique. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser les rois et les reines de l'époque à financer ces expéditions pour trouver cette fameuse nouvelle route vers l'Asie? Eh bien, la première motivation, elle est économique. Comme je t'ai déjà expliqué, en Europe, à cette époque-là, les ressources manquent. Donc, si on trouve les ressources du côté de l'Asie, donc cette nouvelle route, ça va nous permettre de nous enrichir. La deuxième raison est bien sûr la conquête de nouveaux territoires. Un territoire conquis permet aux rois et aux reines de se construire un gigantesque empire, comme on le dit si bien, à grand territoire, grand pouvoir. Et le dernier motif est de convertir. Depuis l'arrivée des religions protestantes, beaucoup de fidèles sont tournés vers le protestantisme, ce qui fait que pour l'Église catholique, et donc les rois et les reines catholiques, il est important de trouver de nouveaux territoires pour pouvoir convertir de nouveaux sujets au catholicisme. Les explorateurs engagés par les souverains cherchent la route qui mène directement en Asie. Ceux qui naviguent vers l'ouest sur l'Atlantique ne savent pas qu'un immense continent se trouve sur leur route, l'Amérique. Le premier à s'aventurer à trouver cette nouvelle route à travers l'Atlantique est Christophe Colomb. C'est un navigateur italien au service du roi et de la reine Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon. Il est chargé par la reine Isabelle d'atteindre les Indes et traverse l'océan Atlantique avec 3 caravelles, la Nina, la Santa Maria et la Pinta, dont il est l'amiral. Dans la nuit du 11 au 12 octobre 1492, après un peu plus de 2 mois de navigation, il accoste sur une île des Bahamas à laquelle il donne le nom de San Salvador. Cette île s'appelle maintenant Cuba. Colomb est alors persuadé qu'il a accompli sa mission et qu'il se trouve aux Indes. C'est pour ça qu'il donne aux habitants de cette région le nom d'Indiens. Il effectue en tout 4 voyages en tant que navigateur pour le compte du roi et de la reine d'Espagne. La découverte des Caraïbes marque le début de la colonisation de l'Amérique par les Européens et fait de Colomb un acteur majeur des grandes découvertes. L'arrivée de Christophe Colomb est la première étape de la colonisation européenne du continent américain. Il n'est pourtant pas le premier navigateur à avoir traversé l'océan Atlantique depuis l'Europe. Bien avant lui, il y avait eu les Vikings venus d'Islande qui s'étaient établis au Groenland et même qui avaient parcouru les régions de Terre-Neuve. Donc la civilisation occidentale, nous, en Amérique, ainsi que les Européens, on retient Christophe Colomb comme le découvreur de l'Amérique. Et en fait, l'événement le plus important marquant le passage du Moyen Âge au temps moderne. Mais si le nom de Christophe Colomb est associé à plusieurs terres d'Amérique, comme entre autres la Colombie ou encore la Colombie-Britannique, celui d'Amérique a été donné d'après l'explorateur Amerigo Vespucci qui a compris bien avant Christophe Colomb qu'un nouveau monde venait d'être découvert. Donc, notre deuxième explorateur est Vasco de Gama, qui est né au Portugal et qui est un grand navigateur considéré comme le premier Européen à arriver en Inde par voie maritime en contournant l'Afrique. Et tout ça s'est déroulé en 1498. Le voyage est un échec. L'Inde n'est pas pleine de richesses et elle compte moins de chrétiens qu'il n'escomptait. Au point qu'il doit repartir 3 mois plus tard, prenant en otage des hommes et des femmes pour assurer ses arrières. Néanmoins, il est couvert d'honneur à son retour et il est nommé amiral des Indes et à ce titre contrôle une partie du commerce avec l'Inde.
Désormais, Vasco de Gama va utiliser sa légende comme celle d'être le premier voyageur à atteindre l'Inde, alors que plusieurs l'avaient fait avant lui. Donc, le prochain navigateur est Fernand de Magellan, qui est un navigateur et explorateur portugais de l'époque des grandes découvertes. Il est connu pour être à l'origine du premier tour du monde de l'histoire qui a débuté en 1519 et qui s'est terminé en 1522. 3 ans de navigation. Il a navigué vers l'ouest pour rejoindre la pointe de l'Amérique du Sud. Donc, tu vois, il part ici du Portugal, traverse l'océan Atlantique, longe la côte de l'Amérique du Sud, se retrouve ici dans un détroit qui porte encore son nom aujourd'hui, donc le détroit de Magellan, pour aboutir dans l'océan Pacifique, qu'il va baptiser l'océan Pacifique parce qu'il ne rencontre aucune tempête lors de la traversée. Donc, l'océan Pacifique, beaucoup plus calme que l'océan Atlantique. Donc, poursuit son trajet à travers cet océan Pacifique pour aboutir ici aux îles Mariannes où va se dérouler son destin tragique. Donc, rendu ici aux îles Mariannes, l'eau n'était plus potable. Les rations s'amenuisaient, le biscuit venait même à manquer, l'équipage devait survivre en mangeant des rats et des chats et en buvant de la soupe de copeaux de bois trempés dans de l'eau de mer à faire cuire les carrés de cuir décousus du coin des voiles. Donc, c'est le 6 mars 1521 qu'ils parviennent aux îles Mariannes où ils s'arrêtent pour se ravitailler. Mais le roi de la petite île, qui s'appelle Lapu-Lapu, refuse de se soumettre aux envahisseurs. Magellan mène donc une expédition contre lui en estimant que 60 hommes en armure dotés d'arbusques peuvent vaincre les indigènes nus 30 fois plus nombreux. Mais c'est lors de cette bataille que Magellan tombe sous les coups avec 6 de ses compagnons. Il va être blessé par une fléchette empoisonnée. Il meurt donc le 27 avril 1521. Les guerriers de Lapu-Lapu s'étaient confectionnés des boucliers en bois extrêmement durs qui résistaient aux arquebuses tout en s'armant de flèches empoisonnées dont le venin avait un effet quasi immédiat. Les 131 hommes restants de l'équipage ont poursuivi leur route vers le retour au Portugal en affrontant de nombreux autres obstacles, dont la famine, les maladies et les attaques. Donc, au total, sur les 237 hommes qui sont partis du début de l'expédition, il y en a seulement 35 qui sont parvenus à faire réellement le premier tour du monde. Donc, Jacques Cartier est un navigateur explorateur français qui a été mandaté par le roi de France, François Ier, pour trouver une nouvelle route. Donc, c'est lors de sa première traversée de l'océan Atlantique en 1534 que Jacques Cartier a découvert le golfe du Saint-Laurent, qu'il a exploré les terres qui étaient autour, qu'il a nommé par la suite Canada, qui est un mot iroquois qui veut dire « notre village ». Jacques Cartier a fait 2 autres voyages et comme tu peux le voir sur la carte présentement, c'est lors de son 2e voyage en 1535 qu'il a exploré davantage cette embouchure pour se retrouver dans le fleuve Saint-Laurent qui va le conduire à découvrir les villages de Stadacone, qu'on appelle aujourd'hui la ville de Québec, et d'Hochelaga, qu'on appelle aujourd'hui la ville de Montréal. Donc voici un tableau récapitulatif des grands explorateurs de cette période des grandes découvertes.